Tu es morte pour moi, a dit ma mère au dîner de Noël. Ces paroles ont glacé la pièce. J'ai discrètement coupé les ponts ce soir-là, et ce qui a suivi l'a choqué. Je m'appelle Vada, j'ai 29 ans. En grandissant à Millfield, une petite ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, j'ai appris très tôt que l'apparence comptait plus que le bonheur pour ma mère, Catherine. Elle contrôlait tout dans notre foyer, des vêtements que nous portions aux activités auxquelles nous participions. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Tiens-toi plus droite, Vada. Arrange tes cheveux, Vada. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, Vada? Ces mots me suivaient partout, des rappels constants de mon insuffisance. Mon père, Thomas, était gentil mais perpétuellement passif. Il me lançait des regards compatissants à table lorsque ma mère critiquait mes notes ou mon apparence, mais il n'intervenait jamais. Ta mère veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, disait-il après, me tapotant maladroitement l'épaule. Mais ce qu'elle voulait, c'était la perfection, et j'étais frustramment humaine. Amélia, ma sœur cadette de 3 ans, réussissait d'une manière ou d'une autre à répondre à toutes les normes impossibles. Elle jouait magnifiquement du piano, obtenait d'excellentes notes et ne répondait jamais. Regarde comme Amélia s'assoit bien à table, disait ma mère en me lançant des regards accusateurs sur ma posture apparemment incorrecte. Parfois, je me demandais si nous étions vraiment de la même famille ou si j'avais été échangé à l'hôpital. J'ai tout essayé pour plaire à ma mère pendant l'école primaire. J'ai rejoint le ballet malgré ma haine pour ça. J'ai pratiqué la calligraphie pendant des heures. Je portais les robes à froufrou qu'elle m'achetait même quand les autres enfants se moquaient de moi. Rien n'a fonctionné. Tu pourrais faire plus d'efforts, Vada, disait-elle avec ce soupir déçu que j'en suis venu à redouter. Les choses se sont détériorées quand j'ai eu 15 ans et que j'ai commencé à me forger mes propres opinions. Je voulais essayer le journal de l'école au lieu du club de débat. Journalisme. Ce n'est pas une vraie carrière, Vada. Les avocats se font un nom. Quand j'ai teint une mèche de mes cheveux en violet, elle ne m'a pas parlé pendant 3 jours, puis m'a fait payer pour la faire réparer dans son salon de coiffure. L'université a été mon premier avant-goût de liberté. Aller à l'université d'État à 3 heures de route signifiait que les visites du week-end devenaient mensuelles, puis seulement pour les grandes vacances. J'ai changé ma spécialité de pré-droit à journalisme sans le lui dire jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour revenir en arrière. L'appel téléphonique, quand elle l'a découvert, a laissé ma colocataire bouche bée et moi en larmes. Mais pour une fois, j'ai tenu bon. Tu gâches ton potentiel, a-t-elle dit. Nous ne payons pas pour que tu gaspilles notre argent. Mais mon père a secrètement continué à m'aider avec les frais de scolarité, me disant, fais juste de ton mieux, ma petite. C'est tout ce qui compte. Après avoir obtenu mon diplôme, contre mon meilleur jugement, j'ai accepté un poste au Millfield Gazette. Le poste offrait une bonne expérience, et honnêtement, je ne pouvais pas me permettre de déménager ailleurs avec mes prêts étudiants. Revenir signifiait des dîners dominicaux chez mes parents et des SMS quotidiens de ma mère sur des offres d'emploi dans des cabinets d'avocats qui n'étaient pas trop regardants sur les diplômes. Puis j'ai rencontré Lucas lors d'un festival communautaire que je couvrais pour le journal. Il photographiait l'événement, grand, avec des yeux gentils et une confiance tranquille qui m'a immédiatement attiré. Nous avons commencé à sortir ensemble et pour la première fois, je me suis senti vraiment vu et apprécié juste pour être moi-même. Quand je l'ai présenté à mes parents, ma mère a jeté un coup d'œil à ses tatouages et à sa carrière de photographe indépendant et a décidé qu'il n'était pas assez bien. Il n'est pas stable, Vada, a-t-elle dit plus tard au téléphone. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse subvenir à tes besoins correctement. Le fait que je subvenais très bien à mes propres besoins semblait sans importance pour elle. Alors que Thanksgiving passait et que Noël approchait, la tension entre nous grandissait. Chaque conversation devenait un champ de bataille avec ma relation avec Lucas au centre. Je ne savais pas que les fêtes à venir seraient le point de rupture qui changerait tout. La première semaine de décembre a apporté avec elle un sentiment familier d'appréhension qui s'est installé dans mon estomac comme une pierre. Noël chez les Reynolds n'a jamais été une question de joie ou de célébration. C'était une question de performance. Ma mère se transformait en dictateur des fêtes, orchestrant chaque détail, des ornements précisément disposés sur le sapin aux tenues coordonnées obligatoires pour les photos de famille. Lucas nous rejoindra-t-il pour le dîner de Noël? La voix de ma mère au téléphone semblait désinvolte, mais j'ai reconnu le piège. Oui, je prévoyais de l'amener, ai-je répondu en gardant un ton égal. Il n'a pas de famille dans la région. Il y a eu un silence éloquent.
Tu sais à quel point la tradition familiale est importante, Vada. Le dîner de Noël est pour la famille. Il est important pour moi, maman. J'aimerais qu'il soit inclus. J'ai serré le téléphone plus fort. Eh bien, je suppose que si tu insistes pour amener ton ami photographe. Au moins, assure-toi qu'il porte quelque chose d'approprié. Pas de jean ou de ces horribles bottes qu'il a toujours aux pieds. Elle a dit, photographe, de la même manière que quelqu'un pourrait dire, criminel condamné. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé et j'ai essayé de calmer mon cœur qui battait la chamade. Lucas m'a trouvé là et a passé ses bras autour de mes épaules. C'était si terrible que ça, hein, a-t-il demandé en m'embrassant le sommet de la tête. Elle va rendre ça misérable, l'ai-je prévenu. Tu n'es pas obligé de venir. Je comprendrai. Il m'a regardé dans les yeux. Je ne te laisserai pas l'affronter seul. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Le centre commercial était bondé de clients pour les fêtes quand je suis allé acheter des cadeaux le week-end suivant. J'ai regardé un sac à main cher que ma mère avait laissé entendre qu'elle voulait, calculant si je pouvais me le permettre après ma récente réparation de voiture. Même si mon budget criait non, je l'ai quand même acheté, sachant qu'un cadeau moins cher ne deviendrait qu'une preuve de mon échec en tant que fille. Pour mon père, j'ai trouvé une première édition de son roman policier préféré. Pour Amélia, l'écharpe de créateur qu'elle avait mentionnée. Lucas m'a aidé à tout choisir, me guidant doucement pour ne pas dépenser au-delà de mes moyens. Ta valeur n'est pas mesurée par ce que tu dépenses, m'a-t-il rappelé. Amélia a appelé pendant que j'emballais les cadeaux ce soir-là. Maman est sur le sentier de la guerre à propos de la venue de Lucas au dîner, a-t-elle prévenu. Peut-être que pour une fois, viens seule. Maintiens la paix pour Noël. Pourquoi devrais-je être la seule à faire des compromis? Pourquoi n'a-t-elle jamais à changer? Ai-je demandé, la frustration montant. Parce que c'est maman, a simplement dit Amélia. Tu sais comment elle est. Est-ce vraiment le combat que tu veux mener? Peut-être que oui, ai-je répondu doucement, me surprenant par la conviction dans ma voix. Ce soir-là, Lucas et moi avons eu une longue conversation sur les dynamiques familiales et l'établissement de limites. Il était assis en face de moi à ma minuscule table de cuisine, ses mains enroulées autour des miennes. Le comportement de ta mère n'est ni normal ni sain, Vada. Tu le sais, n'est-ce pas? Les parents sont censés soutenir leurs enfants, pas les démolir. Je sais, ai-je chuchoté, les larmes aux yeux. Mais c'est toujours ma mère. Et tu es une femme adulte incroyable et accomplie qui mérite le respect, a-t-il rétorqué. Je soutiendrai la décision que tu prendras concernant Noël, mais souviens-toi, tu as le droit d'avoir des limites. La veille de Noël est arrivée avec un SMS de ma mère listant le programme du lendemain, y compris l'heure à laquelle nous devions arriver et les plats que je devais apporter. J'ai préparé la cocotte de patates douces requise selon sa recette précise, combattant le ressentiment avec chaque ingrédient mesuré. Cette nuit-là, j'ai rêvé que ma mère me poursuivait dans la maison de notre enfance, des ciseaux à la main, essayant de couper les parties de moi qu'elle trouvait inacceptables. Je me suis réveillé en haletant, le bras de Lucas se resserrant autour de moi pour me protéger. Juste un cauchemar, les jeux assurés. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas juste un rêve. C'était mon subconscient qui traitait 29 ans de ne jamais être assez. Le matin de Noël, je me tenais devant mon placard, délibérant sur ce que je devais porter. J'ai finalement choisi une robe pull verte assez festive pour les standards de ma mère, mais qui me ressemblait toujours. Lucas portait une chemise à boutons et un pantalon, sa seule concession aux attentes de ma mère, bien qu'il ait refusé d'enlever sa petite boucle d'oreille. Prête, a-t-il demandé, les clés de la voiture à la main. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé mes épaules. Aussi prête que je le serai jamais. Essayons juste de traverser ça avec notre dignité intacte. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de mes parents ressemblait à un voyage vers le bourreau. Les lumières de Noël scintillaient ironiquement des maisons voisines alors que Lucas se garait dans l'allée. J'ai serré les cadeaux parfaitement emballés et le plat à gratin comme des boucliers. Souviens-toi, nous pouvons partir quand tu veux, a chuchoté Lucas en me serrant la main avant que nous sonnions à la porte. Ma mère a ouvert la porte, son sourire de circonstance n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Elle portait une élégante robe rouge avec un collier de perles que j'ai reconnu comme celui de sa propre mère. Son regard à balayer d'un air critique m'a tenu avant de se poser sur Lucas avec une désapprobation évidente. Joyeux Noël, maman, ai-je dit en me penchant pour le baiser obligatoire sur la joue. Vada, ma chérie. Et Lucas,
comme c'est gentil. Elle s'est écartée pour nous laisser entrer. Tout le monde est dans le salon. Vada, la cocotte va dans la cuisine. La maison était impeccablement décorée comme toujours. Un sapin de Noël de 3,5 mètres dominait le salon, orné de décorations assorties en or et en bordeaux disposées avec une précision mathématique. Aucun ornement d'enfance fait maison ou objet sentimental ne perturbait son esthétique parfaite. Mon père s'est levé de son fauteuil quand nous sommes entrés, une chaleur sincère dans son sourire. Voilà ma fille. Joyeux Noël, ma chérie. Il m'a serré fort dans ses bras, puis a tendu la main à Lucas. Content de te revoir, mon garçon. Amélia était assise sagement sur le canapé à côté de son petit ami Greg, un cadre bancaire que ma mère adorait. Salut sœurette, a-t-elle dit, ses yeux communiquant une sympathie silencieuse. Nous avons échangé des cadeaux avec une gaieté forcée. Ma mère a fait semblant d'adorer le sac à main cher, bien que je l'ai surprise à vérifier l'étiquette quand elle pensait que je ne regardais pas. Mon père a sincèrement chéri le livre tandis qu'Amélia s'extasiait sur l'écharpe. Lucas avait judicieusement apporté une bouteille de vin et des chocolats faits maison que ma mère a accepté avec un sourire crispé. Le dîner est presque prêt, a annoncé ma mère. Vada, viens m'aider dans la cuisine. Dans la cuisine, elle a immédiatement commencé à critiquer ma cocotte. Les guimauves ne sont pas dorés uniformément. As-tu suivi ma recette à la lettre? Oui, maman, ai-je menti, ayant réduit le sucre de moitié. Elle a remué la sauce avec une force inutile. J'ai remarqué que tu as pris un peu de poids depuis Thanksgiving. Ces emplois de journaliste doivent te rendre très sédentaire. Je me suis mordu la langue, me concentrant sur la disposition des petits pains dans le panier, exactement comme elle le préférait. Nous avons travaillé dans un silence tendu jusqu'à ce que tout soit prêt. À table, j'ai remarqué qu'elle avait placé Lucas à l'extrémité opposée de moi, entre mon père et un poinsettia décoratif qui le cachait partiellement de la vue. L'insulte calculée n'a échappé à aucun de nous deux, mais Lucas a croisé mon regard et m'a fait un sourire rassurant. Mon père a vaillamment essayé de maintenir une conversation agréable pendant que nous passions les plats. Vada a écrit d'excellents articles ces derniers temps. J'ai gardé cet article sur la société historique que tu as fait le mois dernier. C'est merveilleux, Thomas, a répondu ma mère sans enthousiasme. Bien que je pense toujours que Vada aurait fait une excellente avocate. La fille des Peterson vient d'être nommée associée dans son cabinet et elle n'a que 32 ans. En fait, est intervenu Lucas, l'éditeur de Vada a mentionné qu'elle était envisagée pour un poste de rédactrice de reportage. Ces articles d'intérêt humain ont reçu beaucoup de commentaires positifs de la part des lecteurs. Le sourire de ma mère s'est crispé. Comme c'est gentil. Bien que j'imagine que le salaire pour ce genre de choses est encore assez modeste. La conversation s'est tournée vers la récente promotion d'Amélia et le portefeuille d'investissement de Greg. J'ai poussé la nourriture dans mon assiette, mon appétit diminuant à chaque commentaire passif-agressif de ma mère. Alors, quels sont vos projets pour la nouvelle année? A demandé mon père, essayant clairement de nous inclure, Lucas et moi, dans la conversation. Avant que je puisse répondre, Lucas a pris ma main, visiblement, sur la table. En fait, nous avons parlé de quelques possibilités excitantes. Il y a une société de médias à Portland qui est intéressée par le travail de Vada et ils ont des relations avec de grandes publications pour lesquelles j'ai voulu faire des photos. La table est devenue silencieuse. Ma mère a posé sa fourchette avec une lenteur délibérée. Portland, Oregon. C'est de l'autre côté du pays, a-t-elle dit, sa voix dangereusement calme. C'est une excellente opportunité, maman, ai-je dit en puisant de la force dans la main de Lucas dans la mienne. Rien n'est encore finalisé, mais nous y réfléchissons sérieusement. Nous, a-t-elle répété. Alors, tu prends des décisions de vie en fonction de ce que ce photographe veut maintenant. Nous prenons des décisions ensemble, les jeux corrigés. En tant que partenaire. Partenaire, a-t-elle ricané. Tu le connais à peine. Et ta famille? Et tes responsabilités ici? J'ai 29 ans, maman. Ma responsabilité est de construire ma propre vie. Une vie qui t'emmène commodément à des milliers de kilomètres de ta famille après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Sa voix s'est légèrement élevée. Lucas a serré ma main. Madame Reynolds, Vada vous aime tous beaucoup. Il ne s'agit pas de quitter la famille. Il s'agit de poursuivre des opportunités de carrière qui ne sont pas disponibles ici. Je ne me souviens pas avoir demandé votre avis,
a-t-elle sèchement répondu à Lucas avant de se tourner vers moi. C'est exactement le genre de décision impulsive et mal réfléchie que j'attends de toi. D'abord le journalisme au lieu du droit, et maintenant tu t'enfuis de l'autre côté du pays avec un homme qui n'a ni stabilité ni perspective. Maman, ça suffit, ai-je dit, sentant la chaleur monter à mon visage. Non, ça ne suffit pas, regarde Amelia et Greg. Ils ont un plan. Ils ont des carrières respectables. Ils comprennent les obligations familiales. Elle a fait un geste vers ma sœur, qui regardait son assiette, mal à l'aise. Pourquoi ne peux-tu pas faire des choix sensés pour une fois dans ta vie? Parce que ce ne sont pas mes choix, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Ce sont les tiens. Ça a toujours été les tiens. Ne me parle pas sur ce ton. Pas dans ma maison le jour de Noël. Je ne prends pas de ton. Je constate un fait. Je ne vais plus vivre ma vie pour répondre à tes attentes. La tension dans la pièce était suffocante. Mon père s'est éclairci la gorge. Catherine, peut-être devrions-nous. Non, Thomas. Il est temps que quelqu'un lui dise la vérité. Cette phase de rébellion a assez duré. Elle m'a fixé d'un regard froid. Si tu pars à Portland avec lui, n'attends rien de nous. Pas de soutien, pas d'aide quand ça tombera inévitablement en morceaux. Nous n'avons pas besoin de votre aide, ai-je répondu doucement. Ingrate. Elle s'est arrêtée, se reprenant avec un effort visible. Après tout ce que nous avons fait pour toi, l'éducation que nous avons payée, les opportunités que nous t'avons données. Je suis reconnaissante pour ces choses, maman. Mais elles ne te donnent pas le droit de contrôler ma vie pour toujours. Si tu fais ça, a-t-elle dit, sa voix tremblant de colère. Si tu jettes tout ce que nous avons construit pour toi ici, alors pour moi, tu es morte. Les mots flottaient dans l'air comme des glaçons. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Mon père fixait son assiette. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent de choc. Même Greg avait l'air mal à l'aise. J'ai soigneusement posé ma serviette à côté de mon dîner à moitié mangé. Alors je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Je me suis levé, étonnamment calme malgré le tremblement de terre en moi. Lucas, je crois qu'il est temps de partir. Lucas s'est levé immédiatement. Merci pour le dîner, a-t-il dit poliment à personne en particulier. Nous avons récupéré nos manteaux en silence. Mon père a fait un mouvement comme pour nous suivre, mais le regard de ma mère l'a maintenu assis. Alors que nous nous dirigions vers la porte, je me suis retourné une fois. Joyeux Noël, tout le monde, ai-je dit doucement, puis j'ai fermé la porte derrière nous. Dans la voiture, le silence a persisté jusqu'à ce que nous soyons à plusieurs pâtés de maison. Puis les larmes sont venues, chaudes et rapides, alors que la réalité de ce qui venait de se passer m'envahissait. Je suis là pour toi, a chuchoté Lucas en s'arrêtant pour me prendre dans ses bras. Je suis là pour toi. Cette nuit-là, alors que les lumières de Noël clignotaient à travers la fenêtre de mon appartement, j'ai bloqué les numéros de ma famille sur mon téléphone et je les ai supprimés de tous les réseaux sociaux. C'était le début d'une rupture nette que je n'aurais jamais imaginé faire, mais que je savais, d'une manière ou d'une autre, attendue depuis longtemps. La semaine entre Noël et le Nouvel An s'est déroulée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Un instant je me sentais libéré, le suivant submergé par le chagrin. Mon téléphone est resté merveilleusement silencieux des appels familiaux, bien que je sache que c'était parce que j'avais bloqué leur numéro, pas parce qu'ils respectaient mes limites. Des symptômes physiques se sont manifestés presque immédiatement. Mon sommeil est devenu fragmenté, avec des rêves vifs de mon enfance. J'ai développé un nœud persistant dans l'épaule qu'aucun étirement ne pouvait soulager. Certains matins, je me réveillais avec la mâchoire douloureuse d'avoir grincé des dents toute la nuit. Es-tu absolument sûr de vouloir les couper complètement, a demandé Lucas doucement en me massant les épaules un soir. Je soutiendrai ta décision, quelle qu'elle soit. Mais c'est un grand pas, je me suis consumé à petit feu toute ma vie en essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas, ai-je répondu en grimaçant alors qu'il trouvait un point particulièrement tendu. C'est comme si j'avais retenu ma respiration pendant 29 ans, et que j'avais enfin besoin de respirer. Lucas avait ses propres complications familiales à gérer. Ses parents vivaient de l'autre côté du pays, mais appelaient fréquemment après avoir entendu parler de notre départ du dîner de Noël. Ma mère pense que je t'ai entraîné dans une sorte de rébellion destructrice de famille, a-t-il admis après un de ses appels. Ils ne comprennent pas à quel point ta mère est toxique. Personne ne le comprend à moins de l'avoir vécu, ai-je dit. Les aspects pratiques de la séparation se sont avérés difficiles.
J'étais sur le forfait familial de téléphone portable de mes parents pour économiser de l'argent. Mon assurance maladie venait d'une relation de mon père. Ma mère avait toujours un double des clés de mon appartement pour les urgences. Chaque lien nécessitait une coupure soigneuse. Les cadeaux de Noël que j'avais reçus étaient dans un placard, non ouvert. Je ne pouvais pas supporter de les regarder, mais je ne pouvais pas non plus me résoudre à les jeter. J'ai retourné le pull non porté que ma mère m'avait offert l'année dernière et j'ai utilisé le crédit en magasin pour acheter un nouveau téléphone avec mon propre forfait. L'anniversaire de mon père tombait le 3 janvier. Pendant 30 ans, je n'avais jamais manqué de l'appeler ou de lui envoyer une carte. Cette année, alors que le jour approchait, je me sentais physiquement malade à l'idée de rompre la tradition, mais je suis resté résolu. L'indépendance exigeait de la cohérence. Le jour est venu et est reparti. Plus tard dans la semaine, j'ai découvert que ma sœur avait laissé un message vocal d'un numéro inconnu qui avait contourné mes blocages. Ce que tu fais est incroyablement égoïste, Vada. La voix d'Amélia était pleine d'accusations. Papa a eu le cœur brisé quand tu n'as pas appelé pour son anniversaire. Maman mange à peine. C'est moi qui gère les retombées de ta petite crise de colère. Appelle-les et excuse-toi avant que ça ne dégénère encore plus. J'ai supprimé le message sans répondre, puis j'ai bloqué le nouveau numéro. Au travail, la concentration est devenue un défi. Mon rédacteur en chef a remarqué ma distraction lors des réunions. Tout va bien, Vada? Tes derniers articles étaient bons, mais pas tout à fait à la hauteur de ton niveau habituel. Juste quelques problèmes personnels que je suis en train de régler, ai-je expliqué vaguement. Je vais me remettre sur les rails. Il a hoché la tête avec sympathie. Prends soin de toi. Les bons écrivains ont parfois besoin de traiter leur propre histoire. Sa gentillesse m'a presque brisé. Je m'étais tellement habitué à la critique que le soutien sincère me semblait étranger, presque suspect. Y avait-il un agenda caché que je ne voyais pas? Avec les encouragements de Lucas, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. Le docteur Madison était spécialisé dans les traumatismes familiaux et l'établissement de limites. Notre première séance m'a laissé émotionnellement épuisé, mais avec un étrange sentiment de validation. Ce que vous décrivez est un schéma classique de contrôle émotionnel et de manipulation, a-t-elle expliqué. Votre décision de créer de la distance n'est pas égoïste. C'est de l'autopréservation. 2 semaines après le début de janvier, une épaisse enveloppe crème est arrivée dans ma boîte aux lettres, la papeterie distinctive de ma mère. J'ai immédiatement reconnu son écriture parfaite. La lettre à l'intérieur faisait 4 pages, alternant entre des tentatives de culpabilisation, après tout ce que nous avons sacrifié, du martyre, la tension artérielle de votre père est préoccupante pour le médecin, et des menaces à peine voilées, les décisions concernant l'héritage familial doivent être reconsidérées. Pas une seule fois elle n'a présenté d'excuses ou reconnu ses paroles à Noël. J'ai placé la lettre dans un dossier intitulé « Communication familiale » que le docteur Madison m'avait suggéré de garder pour la perspective, mais je n'ai écrit aucune réponse. Le nouvel an est arrivé, et Lucas m'a surprise avec des réservations dans un petit restaurant élégant surplombant la rivière. Je portais une robe bleue scintillante que j'avais achetée spécifiquement parce que ma mère l'aurait détestée. Trop courte, trop vive, trop tape à accent grave-l'œil. Au nouveau départ, apporter un toast Lucas à minuit, faisant teinter son verre de champagne contre le mien alors que des feux d'artifice explosaient au-dessus de l'eau. J'ai pris une profonde inspiration, sentant quelque chose changer en moi, pour enfin écrire ma propre histoire. Le premier mois de séparation avait été atroce. Mais à la fin de janvier, j'ai commencé à connaître des moments de paix sincère, de brefs intervalles où je ne sentais pas le poids de la désapprobation assombrir chacune de mes décisions. C'étaient de petites victoires, mais significatives. En février, quelque chose d'inattendu se produisait. Sans l'épuisement constant d'essayer de plaire à ma mère impossible à satisfaire, mon énergie créative s'est épanouie. Mon écriture est devenue plus vive, plus authentique. Mon rédacteur en chef l'a remarqué immédiatement. Quels que soient les problèmes personnels que vous avez réglés, cela a transformé votre écriture, a-t-il commenté en brandissant mon dernier article de fond. Cet article sur le projet de jardin communautaire a vraiment du cœur. Je le soumets pour les prix régionaux. L'éloge semblait sincère, pas les compliments à double tranchant auxquels j'avais été habitué. Tu aurais pu faire mieux si tu avais essayé plus fort, Vada, ou, c'est bien, mais imagine si tu t'y étais mise plus tôt. Ma relation avec Lucas s'est approfondie alors que nous commencions sérieusement à planifier notre déménagement à Portland. Nous passions les soirées à rechercher des quartiers,
à comparer le coût de la vie et à contacter des relations professionnelles. Sans la voix négative de ma mère dans mon oreille, je pouvais voir notre relation clairement, saine, solidaire et équilibrée. Tu souris plus maintenant, a observé Lucas un soir alors que nous préparions le dîner ensemble dans mon appartement. Pas seulement le sourire poli que tu avais l'habitude de porter. De vrais sourires qui atteignent tes yeux. J'ai fait une pause, spatule à la main. Je me sens plus moi-même que jamais. C'est comme si j'avais joué un rôle toute ma vie et que maintenant je suis enfin hors de scène. De nouvelles amitiés ont également vu le jour. J'ai rejoint un groupe d'écrivains qui se réunissait chaque semaine à la librairie locale. Ces liens, basés sur des intérêts communs plutôt que sur l'obligation, semblaient rafraîchissants et simples. Sophia, une poétesse aux cheveux roses vifs et au rire contagieux, est rapidement devenue une amie proche, ce que ma mère aurait entièrement désapprouvé. La famille, c'est ceux qui te traitent comme de la famille, m'a dit Sophia un jour autour d'un café après que j'ai partagé des bribes de mon histoire. La biologie n'est qu'un point de départ, pas une condamnation à perpétuité. En mars, j'ai reçu une offre d'emploi de Portland Media Group plus tôt que prévu et avec un meilleur salaire que ce que j'avais espéré. Lucas avait déjà obtenu des engagements indépendants de 2 magazines là-bas. Les pièces du puzzle se mettaient en place pour notre déménagement en mai. La même semaine, ma mère a intensifié ses tentatives pour reprendre le contrôle. Ma tante a appelé pour prendre des nouvelles, pêchant de manière transparente des informations. Un ami de la famille m'a, par hasard, rencontré à l'épicerie, mentionnant à quel point tout le monde était inquiet. Ma mère a même demandé au pasteur de son église d'appeler pour discuter de l'importance d'honorer son père et sa mère. J'ai maintenu des limites polies mais fermes à chaque interaction. Le docteur Madison m'avait aidé à développer des scénarios. J'apprécie votre inquiétude, mais c'est une affaire de famille privée et je ne suis pas à l'aise d'en discuter, mais merci de vous en soucier. Chaque limite réussie renforçait ma résolution. Fin mars, mon père a fait sa première tentative de contact indépendante. Un SMS d'un numéro inconnu disait simplement « C'est papa. Je voulais juste te dire que tu me manques, ma petite. » Pas de pression pour répondre. Le message a brisé mon sang-froid soigneusement construit. Je l'ai montré au docteur Madison lors de notre session suivante. « Que voulez-vous faire à ce sujet ?» a-t-elle demandé, son ton neutre. Une partie de moi veut répondre. Ce n'est pas lui le problème. Pas vraiment. Il ne lui a jamais tenu tête. J'ai soupiré. Mais une autre partie sait que toute fissure dans la porte deviendra un passage pour ma mère. Ce sont des préoccupations valides, a-t-elle reconnu. Rappelez-vous, la guérison n'est pas linéaire, et les limites peuvent évoluer avec vous. Quelle que soit votre décision, elle ne doit pas être permanente. J'ai finalement décidé de ne pas répondre pour le moment, mais j'ai enregistré ces numéros séparément de ma liste de blocage. C'était une petite concession à la possibilité d'une relation future à de nouvelles conditions. Avril a apporté une libération inattendue de manière surprenante. Je me suis coupé les cheveux courts après une vie où ma mère insistait sur le fait que les cheveux longs étaient plus féminins et appropriés. J'ai demandé un passeport, prévoyant un week-end à Montréal avec Lucas pour célébrer mon prochain anniversaire, mon tout premier voyage international que ma mère aurait découragé comme étant frivole. J'ai renoué avec mon amie d'enfance Jasmine, que ma mère avait jugée de la mauvaise sorte de famille, quand nous étions adolescentes. Elle était devenue une graphiste à succès et à ri quand je me suis excusé pour nos années d'amitié perdues. De l'eau a coulé sous les ponts, a-t-elle assuré. Certaines personnes ne supportent tout simplement pas de ne pas être le centre de l'univers de leurs enfants. Ma mère était pareille jusqu'à ce que je déménage à Chicago pendant 5 ans. La distance peut être thérapeutique pour tout le monde. L'approche du premier anniversaire de la mort de ma grand-mère, la mère de ma mère, a apporté un chagrin inattendu. Mamie Rose avait été gentille mais distante, clairement le modèle dont ma mère avait appris son style parental. Je me suis retrouvé à m'interroger sur cet héritage générationnel de froideur émotionnelle, cet héritage d'amour conditionnel. Fin avril, Lucas m'a surprise avec une bague, non pas ostentatoire mais unique et parfaitement adaptée à mes goûts. Nous étions assis au bord de la rivière au coucher du soleil quand il m'a demandé de l'épouser. Oui, ai-je répondu sans hésitation, bien que des émotions complexes aient suivi. Qui me conduirait à l'hôtel ? Ressentirais-je à jamais l'absence de famille le jour qui devrait être le plus heureux de ma vie ? Plus tard dans la nuit, Lucas m'a tenu dans ses bras alors que je pleurais, non pas pour ce que j'avais, mais pour ce que je n'avais jamais eu, une mère qui pouvait simplement être heureuse de mon bonheur. Nous créerons nos propres traditions familiales, a-t-il promis.
Nos enfants ne se demanderont jamais s'ils sont assez. La mention de futurs enfants, de petits êtres qui ne connaîtraient jamais le poids de chercher constamment une approbation qui ne pourrait jamais être obtenue, a solidifié mon engagement à maintenir des limites. Briser le cycle importait plus qu'une paix temporaire. À l'approche de mai et de notre date de déménagement, je me sentais plus forte et plus certaine de ma décision que jamais. La transformation n'était pas seulement émotionnelle. Elle était tangible dans tous les aspects de ma vie. Ma posture s'était améliorée. Mes maux de tête chroniques avaient pratiquement disparu. Ma voix ne passait plus automatiquement à un ton plus aigu et plus agréable lorsque je discutais de mes opinions ou de mes décisions. Je devenais l'auteur de ma propre histoire de vie, pas seulement un personnage dans celle de quelqu'un d'autre. 6 mois après la confrontation du dîner de Noël, mon mur de limites soigneusement construit a fait face à son test le plus sérieux. J'interviewais la nouvelle directrice de l'école primaire dans son bureau lorsque la réceptionniste a interrompu avec de grands yeux. « Madame Reynolds, il y a une femme dans le hall qui insiste pour vous voir tout de suite. Elle dit qu'elle est votre mère. » Mon estomac s'est noué. « Je suis vraiment désolé pour cette interruption, » ai-je dit à la directrice. « Voudriez-vous m'excuser un instant ?» Dans le hall de l'école se tenait ma mère, impeccablement habillée comme toujours, mais visiblement plus mince que dans mon souvenir. Ses yeux, si semblables aux miens, se sont écarquillés quand elle m'a vu, observant ma nouvelle coupe de cheveux et ma posture confiante. « Vada, enfin. Sais-tu combien d'endroits j'ai dû chercher pour te trouver ? » Cette situation ridicule a assez duré. Sa voix a porté dans le hall, faisant se retourner parents et enfants. « Maman, je travaille. » C'est complètement inapproprié. J'ai gardé la voix basse. Professionnel. Inapproprié. Ce qui est inapproprié, c'est de couper les ponts avec ta famille pendant des mois sans un mot. Ton père est hors de lui d'inquiétude. Est-ce à propos de Portland ? Parce que nous pouvons en discuter rationnellement si tu rentres à la maison. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, ai-je insisté. Je mène une interview pour le journal. Toujours le travail d'abord maintenant, n'est-ce pas ? C'est son influence. Elle a pratiquement craché le mot « son », signifiant clairement Lucas. Tu as changé, et pas pour le mieux. Quand je n'ai pas répondu, elle a élevé la voix davantage. Vas-tu vraiment rester là et ignorer ta propre mère après tout ce que j'ai fait pour toi ? La secrétaire de l'école avait discrètement appelé l'agent de sécurité qui s'est approché avec un calme professionnel. Madame, je dois vous demander de baisser la voix ou de poursuivre cette conversation à l'extérieur. C'est un lieu d'apprentissage. Savez-vous qui je suis ? Je suis au conseil d'administration de l'hôpital. Mon mari est. Maman, arrête, ai-je coupé fermement. Officier, je m'excuse pour le dérangement. C'est ma mère, mais je ne l'ai pas invitée ici. Je dois retourner à mon interview. Tu ne peux pas simplement me congédier comme une étrangère, a sifflé ma mère. Madame, vous devez partir maintenant, a déclaré l'officier, ou je devrais vous escorter dehors. Le regard de choc sur le visage de ma mère lorsqu'elle a réalisé que son statut social ne l'aiderait pas ici aurait été satisfaisant s'il n'avait pas été si triste. Pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte, son image de perfection soigneusement cultivée se fissurait publiquement. Ce n'est pas fini, Vada, a-t-elle dit alors que l'officier la guidait vers la porte. La famille ne disparaît pas simplement parce que tu fais une crise de colère. Je suis retourné au bureau de la directrice, les mains tremblantes mais la voix stable en m'excusant pour l'interruption. La directrice a été gracieuse. La famille peut être compliquée. Prenez un moment si vous en avez besoin. Ce soir-là, mon père a appelé de son numéro privé. Cette fois, j'ai répondu. Vada, je suis désolé pour aujourd'hui, a-t-il commencé, l'air épuisé. Ta mère n'aurait pas dû faire ça. Non, elle n'aurait pas dû, ai-je convenu. Est-ce qu'elle va bien ? Elle avait l'air mince. Il a soupiré lourdement. Elle ne va pas bien, si je suis honnête. Son médecin lui a prescrit des anxiolytiques. Elle a eu une crise de panique assez sérieuse le mois dernier quand elle a vu ton annonce de fiançailles dans le journal. L'annonce. J'avais oublié que le journal publiait automatiquement les avis de fiançailles dans la section communautaire. Je n'avais pas pensé qu'elle verrait ça, ai-je admis. Elle ne gère rien de tout ça bien. La semaine dernière, à la fête prénatale de ta cousine Betty, elle s'est complètement effondrée quand quelqu'un a posé des questions sur toi. Elle s'est mise à pleurer et n'a pas pu s'arrêter. Elle a dû partir plus tôt.
Un mélange compliqué d'émotions m'a envahi. Inquiétude, culpabilité, mais aussi une ferme résolution de ne pas être manipulé. Je suis désolé qu'elle ait des difficultés, papa, mais ses paroles et ses actions ont des conséquences. Je sais, ma petite, sa voix s'est adoucie. Je n'appelle pas pour te faire culpabiliser. C'est juste que tu me manques, et je m'inquiète pour vous deux. J'ai consulté le docteur Madison au sujet de l'incident le lendemain. L'escalade de votre mère n'est pas surprenante, a-t-elle expliqué. Lorsque les tactiques de contrôle habituelles échouent, il y a souvent une explosion d'extinction, un comportement plus extrême pour essayer de reprendre le contrôle. Le maintien constant de vos limites fonctionne clairement, même si cela ne semble pas être le cas en ce moment. Devrais-je m'inquiéter pour sa santé? Papa dit qu'elle prend des anxiolytiques maintenant. Votre compassion montre votre santé, pas un dysfonctionnement, a répondu le docteur Madison. Mais souvenez-vous, vous n'avez pas causé son anxiété. Son incapacité à vous contrôler déclenche ses propres problèmes non résolus. C'est à elle de travailler là-dessus, peut-être avec son propre thérapeute. 2 jours plus tard, Amelia a appelé, plus en colère que je ne l'avais jamais entendue. As-tu la moindre idée de ce que tu fais à cette famille? Maman s'est effondrée à l'église hier. Tout le monde en parle. Ton égoïsme la rend littéralement malade. Je suis désolé qu'elle ne se sente pas bien, ai-je dit avec précaution. Mais je ne suis pas responsable de ses réactions émotionnelles. C'est n'importe quoi. Tu sais exactement ce que tu fais. Exhiber tes fiançailles dans le journal quand tu savais qu'elle le verrait. Déménager de l'autre côté du pays. C'est comme si tu essayais de la blesser délibérément. Je vis ma vie, Amelia. Ce n'est une attaque contre personne. Eh bien, ta vie détruit la sienne. J'espère que tu es contente de toi. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Le coup suivant est venu d'une direction inattendue. La mère de Lucas l'a appelée, inquiète de ce qu'elle avait entendu par des connaissances communes. Apparemment, ta mère a raconté aux gens de son country club que Vada a des problèmes de toxicomanie, a-t-il rapporté d'un air sombre après l'appel. C'est soi-disant pour ça que vous avez coupé le contact, parce qu'ils essayaient de vous faire entrer en cure de désintoxication. Le mensonge flagrant m'a stupéfié. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Ma mère n'y croit pas, m'a-t-il assuré. Mais elle pensait que nous devions savoir ce qui se disait. La révélation finale de cette semaine tumultueuse est venue lorsque mon ancienne professeure d'anglais du lycée, Madame Bennett, s'est approchée de moi au marché fermier. Elle avait été un mentor pendant mon adolescence, l'un des rares adultes à avoir encouragé mon écriture. Vada, je voulais te parler depuis des semaines, a-t-elle dit en me tirant à l'écart entre les étals de légumes. L'amie de ta mère, Caroline, a partagé quelques inquiétudes lors de notre club de lecture et ça ne me semble pas juste. Je voulais avoir ta version directement. Qu'est-ce qu'elle a dit, ai-je demandé, bien que je puisse le deviner. Que tu es tombé sous l'influence d'un petit ami contrôlant qui t'a isolé de ta famille et de tes amis, que tu as besoin d'aide mais que tu ne l'acceptes pas, les yeux gentils de Madame Bennett montraient son scepticisme. Je te connais depuis que tu as 14 ans. Tu as toujours eu une forte boussole morale et un bon jugement. Merci de ne pas y avoir cru sans m'en avoir parlé, ai-je dit, sincèrement touché par sa loyauté. Certaines personnes ne peuvent pas faire la distinction entre le contrôle et l'amour, a-t-elle dit simplement. Ta mère m'a toujours semblé être quelqu'un qui avait du mal avec cette distinction. Ce soir-là, Lucas m'a trouvé à la table de la cuisine, écrivant furieusement dans un carnet. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé en posant des sacs de plats à emporter. Une lettre à ma mère que je n'enverrai jamais, ai-je expliqué. Le docteur Madison l'a suggéré comme moyen de tout traiter. Est-ce que ça aide? J'ai réfléchi à la question. Oui, en fait, ça clarifie les choses. Pour la première fois, je peux voir comment son comportement s'inscrit dans un schéma qui n'a jamais été à propos de moi du tout. J'étais juste une cible commode pour ses propres insécurités. Plus tard dans la semaine, l'allié la plus inattendue a émergé. L'amie de longue date de ma mère, Suzanne, une femme calme qui avait toujours semblé complètement alignée sur les perspectives de ma mère, m'a envoyé un email. Je connais ta mère depuis 25 ans, a-t-elle écrit. C'est ma plus chère amie, mais j'ai vu sa relation avec toi devenir de plus en plus destructrice. Ce qu'elle t'a dit à Noël était impardonnable. Bien que j'espère qu'une réconciliation soit possible un jour, sache que certains d'entre nous comprennent ton besoin de distance. Prends soin de toi.
L'email a été comme une bouée de sauvetage lancée à un nageur en train de se noyer. Une validation de la part de quelqu'un du cercle intime de ma mère que je n'étais pas folle, égoïste ou en tort de me protéger. Je l'ai enregistré dans un dossier spécial, y revenant chaque fois que le doute s'insinuait. Alors que nous emballions notre appartement pour le déménagement à Portland, ces événements ont renforcé ma résolution. Le comportement croissant de ma mère a confirmé que les limites étaient nécessaires, pas facultatives. La sympathie et la compréhension de sources inattendues m'ont rassuré sur le fait que des observateurs objectifs pouvaient voir clairement le dysfonctionnement. Plus important encore, j'apprenais que rester ferme ne me rendait pas cruel ou sans cœur. Cela me rendait saine, et cette santé valait la peine d'être protégée, aussi inconfortable que soit le processus. 1 an après le funeste dîner de Noël, j'étais assise sur le balcon de notre appartement de Portland, regardant le soleil d'hiver se coucher derrière le mont Hood. Les 12 derniers mois avaient apporté plus de croissance, de douleur et de découverte de soi que toutes mes 29 années précédentes réunies. Notre déménagement à Portland avait été le nouveau départ que nous espérions. Mon poste à Portland Media Group s'était récemment élargi pour inclure la supervision éditoriale de leur plateforme en ligne. L'entreprise de photographie de Lucas avait prospéré, son travail apparaissant dans plusieurs publications nationales. Nous nous étions constitués un petit cercle d'amis sincères qui ne nous connaissaient que tels que nous étions maintenant, non pas assombris par les attentes familiales. Difficile de croire que ça fait 1 an, a dit Lucas en me rejoignant avec 2 tasses de chocolat chaud. Il a enroulé une couverture autour de mes épaules contre le froid de décembre. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier, ai-je admis. D'autres fois, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Les développements les plus significatifs étaient venus de directions inattendues. 2 mois après notre déménagement, mon père a appelé avec des nouvelles surprenantes. Ta mère a commencé à voir un thérapeute, a-t-il dit, sa voix contenant à la fois du choc et de l'espoir. Son médecin l'a finalement convaincu après une autre crise d'angoisse. Vraiment? Ça ne ressemble pas du tout à maman. La femme qui avait un jour déclaré que la thérapie était pour les gens trop faibles pour gérer leurs propres problèmes, cherchant une aide professionnelle semblait presque impossible. Ça a été difficile, a admis papa. Le premier thérapeute n'a pas duré. Ta mère est sortie en trombe quand il a suggéré qu'elle avait des problèmes de contrôle. Mais ce nouveau, le docteur Winter, a réussi à la percer. Il se voit chaque semaine depuis août. J'ai absorbé l'information avec prudence. Ayant appris que l'espoir pouvait être dangereux là où ma mère était concernée, mais des signes subtils de changement ont commencé à apparaître. Ma carte d'anniversaire en septembre est arrivée, adressée aux 2 parents, mais contenait une note manuscrite de ma mère qui manquait de son sous-texte passif-agressif habituel. Te souhaitant du bonheur pour ton anniversaire. Les hortensias que tu as toujours aimées sont en fleurs dans le jardin. Pas de mention de mon absence ou de culpabilisation sur les traditions familiales. Juste une simple reconnaissance de la journée et un souvenir partagé. En octobre, mon père a visité Portland seul, une première en 40 ans de mariage de mes parents. Nous avons passé un week-end à visiter la ville, ayant des conversations plus profondes que toutes celles de ma mémoire. Je t'ai laissé tomber, Vada, a-t-il dit au dîner notre dernière nuit ensemble. Je pensais qu'en maintenant la paix, j'aidais tout le monde, mais je ne faisais qu'encourager son comportement et te laisser en prendre le plus gros. J'aurais dû mieux te protéger. Tu étais pris dedans aussi, papa, ai-je répondu en lui prenant la main sur la table. Le contrôle de maman nous a tous affectés. Elle est différente maintenant, a-t-il dit timidement. Pas complètement changée. Ce serait trop demandé, mais elle essaie. Le docteur Winters lui a fait lire des livres sur les schémas parentaux narcissiques et les traumatismes générationnels. Elle commence à voir comment sa propre mère a façonné son approche de la parentalité. J'ai hoché la tête avec un optimisme prudent mais méfiant. C'est bon à entendre, mais j'ai besoin de plus que des mots pour faire à nouveau confiance. Le véritable test est venu début décembre lorsqu'une épaisse enveloppe est arrivée avec l'écriture distinctive de ma mère. À l'intérieur se trouvait une lettre de 5 pages, différente de toutes celles que j'avais jamais reçues d'elle. Chère Vada, commençait-elle, cette lettre m'a pris des mois à écrire, et je l'ai réécrite des dizaines de fois. Il n'y a pas de moyen facile de dire ça. J'avais tort. Pas seulement à propos de Noël l'année dernière, mais à propos de tant de choses tout au long de ta vie. J'ai dû arrêter de lire plusieurs fois, submergé par la crudité de ces mots. Elle reconnaissait des incidents spécifiques, critiquait mon projet d'art de 8e année jusqu'à ce que je pleure, dénigrait mon premier prix de journalisme, manipulait mes choix universitaires par le contrôle financier.
Elle a nommé clairement ses comportements, contrôlants, dédaigneux, émotionnellement manipulateurs. Je ne te demanderai pas ton pardon, écrivait-elle vers la fin. Je ne l'ai pas mérité, mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai traité ma propre fille de cette façon. Mon thérapeute m'aide à voir comment l'amour conditionnel de ma propre mère a déformé ma compréhension de la parentalité. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait, mais peut-être que ça en explique une partie. La lettre se terminait sans demande ni attente. Si jamais tu te sens prête à avoir une forme de contact, je l'accueillerai volontiers, aux conditions que tu fixeras. Si cela n'arrive jamais, je comprendrai et respecterai ta décision. J'ai partagé la lettre avec le docteur Madison lors de notre session vidéo mensuelle maintenant. Cela semble montrer une réelle perspicacité et une prise de responsabilité, a-t-elle observé. C'est un progrès significatif si c'est sincère. Mais comment savoir si c'est réel ou juste une autre manipulation, ai-je demandé. Elle a déjà été convaincante de son regret par le passé, pour ensuite revenir à ses anciens schémas. La confiance se reconstruit lentement par des actions cohérentes au fil du temps, a répondu le docteur Madison. Vous n'avez pas à tout décider maintenant. Envisagez à quoi pourrait ressembler un premier petit pas si vous vouliez tâter le terrain. Après une réflexion considérable et une discussion avec Lucas, j'ai décidé de répondre par un bref email reconnaissant sa lettre et suggérant un appel vidéo après les vacances. Sa réponse a été prompte, mais pas pressante, exprimant sa gratitude pour ma volonté de communiquer sans en demander plus. Alors que nos plans de mariage avançaient pour le printemps suivant, la question de la participation de la famille est devenue inévitable. Mes parents assisteraient-ils? Mon père me conduirait-il à l'hôtel? Ma mère pourrait-elle se comporter de manière appropriée sans faire de la journée une question de ses sentiments? Que veux-tu vraiment? A demandé Lucas un soir alors que nous discutions de la liste des invités. Pas ce que tu penses que tu devrais vouloir ou ce qui mettrait les autres à l'aise. Qu'est-ce qui rendrait cette journée juste pour toi? Après une profonde réflexion, j'ai réalisé que je voulais une chance de réconciliation, mais avec des limites fermes. J'ai appelé mon père et lui ai expliqué mes conditions. Ils étaient les bienvenus au mariage, mais tout comportement manipulateur ou tentative de culpabilisation entraînerait leur renvoi. Mon père ne me donnerait pas. Cette tradition impliquait un transfert de propriété que je rejetais. Je marcherais seul jusqu'à l'hôtel, choisissant mon propre chemin, comme je l'avais fait cette dernière année. Le moment le plus guérisseur est survenu lors de notre premier appel vidéo avec ma mère en janvier. Avec Lucas à mes côtés pour me soutenir, j'ai fait face à la femme qui avait dominé ma vie pendant si longtemps. Elle avait l'air plus âgée, plus humble d'une certaine manière. Merci d'avoir accepté de parler, a-t-elle commencé, aucune de son autorité confiante habituelle n'étant présente dans sa voix. Tu m'as terriblement manqué. La conversation a été gênante au début, prudente des deux côtés. Mais lorsque le sujet s'est tourné vers mes plans de mariage, quelque chose de remarquable s'est produit. Ma mère a commencé à donner son avis sur les arrangements floraux, puis s'est visiblement reprise. Je suis désolée, ce n'est pas ma place, a-t-elle dit. C'est ton mariage. Que penses-tu pour les fleurs? C'était un petit moment, mais monumental dans sa signification, la première fois que je me souvenais qu'elle s'était consciemment empêchée de contrôler mes choix. Nous avons terminé l'appel avec des plans pour un autre le mois suivant. Pas une restauration complète de notre relation, mais un premier pas prudent vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain. En réfléchissant maintenant à ce voyage, je reconnais que ce qui ressemble parfois à une fin est en fait un début. Les mots cruels de ma mère à cette table de dîner de Noël, « Tu es morte pour moi », avaient en effet tué quelque chose, le schéma malsain de chercher une approbation que je ne pourrais jamais obtenir. À sa place, quelque chose de plus fort avait grandi. Le respect de soi, les limites et le courage de définir ma propre valeur. La personne que j'étais il y a un an a dû mourir aux attentes de ma mère pour vraiment vivre en tant que moi-même. Et d'une manière étrange, la mère qu'elle avait été avait besoin de connaître la mort de son contrôle pour commencer à devenir quelqu'un capable d'un amour sincère. La vraie guérison ne consiste pas à oublier les blessures du passé ou à prétendre qu'elles n'ont jamais eu lieu. Il s'agit d'en tirer des leçons, d'établir des limites pour éviter de nouvelles blessures et de décider consciemment quelle relation est possible à l'avenir. Pour tous ceux qui écoutent et qui reconnaissent leur propre histoire dans la mienne, sachez ceci. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre le feu pour garder les autres au chaud. Créer de la distance avec des relations toxiques n'est pas égoïste. C'est de l'autopréservation. Et parfois, cette distance est la seule chose qui crée assez d'espace pour que les deux personnes puissent grandir. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous étiez mort pour lui?
Ou avez-vous dû créer de la distance avec des relations toxiques dans votre propre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez lui donner un j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires de guérison et de croissance. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Et souvenez-vous que votre valeur est inhérente, pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut accorder ou enlever.